Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau cas clinique. C'est le catastrophe épisode 21. C'est un cas clinique vidéo, vous connaissez donc le principe. On est parti. Alors vous êtes aux urgences, c'est une fin d'après-midi, et vous recevez un homme de 67 ans. Comme motif, eh bien, il présente une sensation de palpitation depuis 3 jours, qui est apparue vraisemblablement brutalement, sans douleur thoracique associée, sans autre plainte en fait. Et vous notez dans les antécédents une hypertension qui est non traitée. La première question, la voici. Quels critères de gravité recherchez-vous? Je vous propose l'assertion A, une hypotension artérielle, B, une tachycardie supérieure à 100, C, une désaturation inférieure à 95%, D, une hyperthermie à plus de 39 et une syncope. Pour la proposition E, je vous laisse faire pause comme d'habitude et je vais vous donner les réponses avec les explications bien sûr. Et donc pour les bonnes réponses, eh bien c'était la A et la E, c'est-à-dire une hypotension artérielle, c'est-à-dire que effectivement c'est mal toléré a priori, on peut aller même, on peut parler presque d'un choc, alors cardiogénique ou autre, hein, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, une hypotension artérielle est à rechercher, est un critère de gravité. Une tachycardie supérieure à 100, non, puisqu'une tachycardie peut être à 105 ou 110, et ce n'est pas un critère de gravité, mais effectivement, plus elle est haute, et plus il y a un risque que ce soit mal toléré. Mais ce n'est pas en soi supérieur à 100, ce n'est pas le seuil à 100 qui fait la gravité. La désaturation inférieure à 95, non, bah, c'est pas le critère de gravité au seuil de 95, puisque à 94, la saturation est bonne et c'est plutôt une mauvaise tolérance respiratoire ou la nécessité d'une oxygénothérapie ou d'une ventilation non invasive ou invasive dans le pire des cas, qui serait effectivement un critère de gravité. L'hyperthermie, bien sûr, hein, ce n'est pas un critère de gravité. Et enfin la syncope, ce qui veut dire qu'il y a tout de même une très mauvaise tolérance de cette sensation de palpitation. Donc on avance un petit peu plus hein, dans l'histoire de palpitation. Vous prenez les paramètres et vous avez effectivement les paramètres suivants. Alors une fréquence cardiaque à 120, une tension artérielle à 148/75, qui est symétrique, une saturation à 98%, une température à 36,5 et une glycémie à 1,02. Quel diagnostic pouvez-vous exclure? Donc juste avec ces informations, c'est-à-dire les paramètres et le motif du patient, c'est-à-dire palpitation, quel diagnostic pouvez-vous exclure? Peut-être qu'il y a une seule réponse, peut-être qu'il y en a plusieurs. Voici les propositions. Donc la A, une bradycardie, B, une embolie pulmonaire, C, une tachycardie ventriculaire, D, une ACFA, donc une fibrillation atriale, et E, une hyperkaliémie, donc un potassium qui est trop haut. Je vous laisse faire pause, et puis je vais vous donner la bonne réponse, ou les bonnes réponses. Peut-être, qu'est-ce qu'on peut exclure? On ne peut pas exclure grand-chose hormis la bradycardie, effectivement, puisque bah, c'est par définition pardon, une tachycardie. Donc ce n'est pas une bradycardie, c'est QFD. Alors l'embolie pulmonaire n'est pas exclue, hein, c'est tout à fait possible. Le patient peut ressentir des palpitations, c'est un des motifs d'ailleurs, de diagnostic d'embolie pulmonaire. Une tachycardie ventriculaire, oui, elle peut être lente. Une tachycardie ventriculaire n'est pas nécessairement à 180 ou 200. Le patient peut venir sur ses jambes d'ailleurs avec une fréquence cardiaque aux alentours de 100, 120, et donc c'est compatible. Une fibrillation atriale est compatible avec cela, effectivement, et une hyperkaliémie peut tout à fait donner des troubles du rythme, et donc une sensation de palpitation. Voici l'électrocardiogramme, donc je vous demande bien sûr dans cette question d'interpréter cet électrocardiogramme de manière complète. Je vous laisse faire pause tranquillement, prenez le temps, vous pouvez zoomer tranquillement et je vais vous donner les bonnes réponses. Et donc pour le diagnostic de cet électrocardiogramme,
Eh bien, par rapport au rythme, on peut conclure que c'est une arythmie complète par fibrillation atriale, par, l'association de 3 critères, c'est-à-dire le caractère strictement irrégulier des complexes. On peut remarquer qu'effectivement, si on flèche chacun des QRS, eh bien, on remarque qu'ils sont totalement irréguliers. Ensuite, si on note les ondes P, elles sont, non distinctes, hein, il y a pas de relation avec les QRS et donc on peut le voir, il y a plusieurs ondes P, des fois qui précèdent, qui suivent un QRS et chaque onde P ne donne pas nécessairement un QRS et enfin la fréquence atriale qui est irrégulière. Vous voyez que, eh bien, il n'y a pas de régularité dans la présence des ondes P. À noter qu'au niveau des diagnostics différentiels, eh bien, il y a le flutter, hein, c'est ce qu'on appelle l'apparition des ondes P en toit d'usine. Je ne rentrerai pas dans le détail hein, de l'orientation des ondes P et une tachycardie atriale focale est tout à fait possible. En fait, on remarque qu'il y a des ondes P qui précèdent les QRS, donc il y a une relation entre les P et les QRS. Mais il y a possiblement effectivement une irrégularité. C'est-à-dire que le rythme est irrégulier, mais il y a bien, devant chaque QRS, des ondes P. À noter ici par ailleurs qu'il n'y a pas de trouble de la repolarisation, le segment ST est tout à fait isoélectrique. Alors on pourrait effectivement on pourrait discuter, je dis bien discuter en V6 éventuellement, et encore ça dépend de certains complexes. On pourrait discuter éventuellement d'un minime sous-décalage du ST, mais il n'y a pas franchement, enfin, il n'y a pas de miroir, ça c'est sûr. Donc le diagnostic, c'est bien une fibrillation atriale. Question suivante. Si le patient est consommateur d'alcool chronique, proposition A, cela peut expliquer ce trouble du rythme. B, cela n'explique jamais ce trouble du rythme. C, un sevrage en alcool peut donner ce trouble du rythme. D, il n'est alors pas nécessaire de poursuivre les explorations. Et proposition E, il doit continuer la prise d'alcool pour limiter les effets du sevrage. Je vous laisse faire pause tranquillement pour donner les bonnes réponses. Donc les deux bonnes réponses, et uniquement deux bonnes, étaient la A et la C. Effectivement, la consommation d'alcool peut tout à fait donner une arythmie complète par fibrillation atriale. Donc une FA peut être expliquée par une consommation d'alcool chronique, mais aussi par un sevrage d'alcool. Donc n'explique jamais ce trouble du rythme, c'est faux. Il faut tout de même poursuivre les explorations, puisqu'il peut y avoir une consommation d'alcool chronique, un sevrage, mais il peut y avoir aussi autre chose. Et il doit continuer la prise d'alcool, ben non, bien sûr, hein, c'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes. C'est pas en continuant la consommation d'alcool que les soucis, entre guillemets, vont s'arranger. Question suivante, quelles sont les causes de fibrillation atriale secondaire? Alors à nouveau, je vous laisse faire pause pour trouver les bonnes réponses parmi une hyperthyroïdie, B, une ischémie myocardique, C, la prise de toxiques, D, une hypercalémie et E, la prise de salbutamol. Et je vais vous donner les bonnes réponses. Et les bonnes réponses, eh bien, c'était tout, parce qu'effectivement, une hyperthyroïdie peut tout à fait donner une fibrillation atriale, tout comme une ischémie myocardique, la prise de toxiques, et il y a plein de toxiques qui peuvent expliquer effectivement l'apparition d'une fibrillation atriale, une hypercalémie, une hypocalémie aussi, et la prise de salbutamol par ailleurs. Bref, il y a plein de choses, on va les lister rapidement. Alors pour comprendre et pour vous rappeler un petit peu les causes de fibrillation atriale, il faut un petit peu les classer. C'est comme ça qu'on va pouvoir les retenir. Et bien, quand il y a une modification de la tension de l'oreillette, des oreillettes, hein, ça peut effectivement provoquer une fibrillation atriale. Donc une cardiopathie, quelle qu'elle soit, décompensée, une hypovolémie, il y a moins de volume, du coup il y a une modification des pressions, ça peut provoquer une fibrillation atriale, un sepsis ou certaines infections, plus rares, même chroniques, hein, comme la maladie de Lyme par exemple,
Une embolie pulmonaire, bien sûr, ça va modifier les pressions, une myocardite, un épanchement péricardique aussi, une chirurgie cardiaque récente, mais ça vous aurez le contexte. Donc pour ne pas manquer le diagnostic, hein, la cardiopathie décompensée, bon, c'est assez parlant en général, il peut y avoir des signes respiratoires, une gêne, une hypovolémie, c'est pareil, cliniquement on peut le voir, le sepsis aussi, avec le syndrome inflammatoire, la température, l'embolie pulmonaire, on arrivera au diagnostic, la myocardite peut être un peu plus compliqué, avec les troponines, les CPK éventuellement, l'épanchement péricardique, où il faudra une échographie, la chirurgie cardiaque, donc j'en parlais, c'est les antécédents, la valvulopathie mitrale, c'est l'échographie cardiaque, et la cardiopathie hypertrophique du sujet âgé, c'est l'une des premières causes d'arythmie, enfin de fibrillation atriale, pardon, ainsi que l'hypertension artérielle. Donc vous voyez, tout ça, ça modifie la tension au niveau des oreillettes, et ça peut provoquer une fibrillation atriale. Ensuite, il y a tout ce qui va modifier le système nerveux autonome, donc c'est l'activation vagale ou à l'inverse adrénergique, que ce soit la fièvre, donc à nouveau on retrouve le sepsis, l'effort, etc., etc. Et donc dans l'adrénergique, on verra aussi sur le plan métabolique et toxique après, on va retrouver certaines choses. Donc dans les troubles métaboliques très importants, là il faudra faire le bilan biologique très large, entre guillemets, donc une hypo, une hypercalémie, une hypoxie, une ischémie, donc là c'est le bilan biologique, l'électrocardiogramme, une hypo, une hyperthermie, on aura pris la température, une acidose, sur le bilan biologique éventuellement les bicarbonates ou une gazométrie artérielle, un diabète décompensé, et enfin les toxiques, ils sont très nombreux, donc alcool, amphétamine, cocaïne, le monoxyde de carbone, mais ça c'est très contextuel. Alors pour les précédents, c'est l'interrogatoire, éventuellement l'éthanolémie pour la prise d'alcool, aminophiline, adrénaline, salbutamol, tout ça, bon, c'est un peu plus compliqué à faire comme diagnostic, mais si on délivre le médicament, il faut y penser, la prise de caféine, etc. Donc vous voyez que globalement, c'est l'interrogatoire et simplement la prise des paramètres et le bilan biologique avec l'échographie qui nous permet de ne pas manquer les diagnostics. L'examen clinique pour le patient, si on revient à lui quand même, est l'examen biologique. Donc les deux sont normaux. Et à ce moment-là, que prescrivez-vous? Un peu plus compliqué comme question. Proposition A, une cardioversion immédiate. B, une coronarographie. C, un bêta-bloquant. D, un AOD, un anticoagulant oraux direct. Ou proposition E, un AVK, antivitamine K. Je vous laisse faire pause pour trouver les bonnes réponses. Et je vais vous dire attention. Eh bien, les bonnes propositions, c'était la C et la D, c'est-à-dire un bêta-bloquant et un AOD. Alors, une cardioversion immédiate, eh bien, on va en discuter après, et je vous dirai pourquoi non. Rapidement, il n'est pas en choc dans l'immédiat, il est tout à fait stable, donc on ne s'excite pas à faire une cardioversion immédiate, quitte plus est, ça fait plus de 48 heures. Donc, il n'y a aucune indication à faire une cardioversion immédiate. Une coronarographie, certainement pas. Il n'a pas de trouble de la repolarisation, donc il n'a pas d'ischémie vraisemblable. Un bêta-bloquant et un AOD, et bien oui, on va voir ça dans les prochaines diapositives. Et pas d'AVK, puisque ce sera un anticoagulant oraux direct. Il n'y a pas de valvulopathie, en tout cas décrite. Et on va voir ça. Alors, la problématique de la fibrillation atriale, c'est que c'est pourvoyeur de plusieurs complications. En fait, pour réfléchir face à une fibrillation atriale, un moyen mémotechnique, c'est AVC. Alors, c'est pas que la principale complication, mais un des scores qu'on utilise pour discuter de l'anticoagulation, c'est un score qui, en tout cas, pronostique, qui donne une probabilité d'accident vasculaire cérébral dans l'année. Et donc, je trouve que pour un moyen mémotechnique, c'est plutôt pas si mal. Donc anticoagulant, vitesse et conversion. Donc l'anticoagulant, c'est la première problématique, c'est-à-dire est-ce que l'on va utiliser un médicament qui fluidifie le sang pour cette fibrillation atriale, puisqu'en fait, l'un des risques, comme je vous disais, c'est l'AVC. Le risque est emboligène, c'est-à-dire que
le fait qu'il y ait une mauvaise contraction des oreillettes et même des ventricules parfois, eh bien ça peut favoriser la stase veineuse et donc créer des caillots qui vont partir dans les carotides et donc dans les vaisseaux artériels, cérébraux, et ça va donner un AVC. Donc il faut fluidifier le sang, comme ça il n'y a pas de risque de faire des caillots, puisque le sang est fluidifié. Et en fait, effectivement, la probabilité, elle est calculée par certains scores. Et donc pour ce patient, étant donné qu'il n'y a pas de valvulopathie, il n'y a pas d'atteinte de la valve mitrale, donc il n'y a pas de valvulopathie rhumatismale, c'est plutôt le patient caricaturalement, la caricature, c'est le patient d'origine africaine qui a eu des angines durant l'enfance et qui présente une valvulopathie. Il ne présente pas par ailleurs, ce patient, une sténose mitrale, modérée ou sévère, ni de prothèse valvulaire mécanique, donc il n'y a pas d'indication à un antivitamine K, et il n'a pas d'insuffisance rénale non plus, donc c'est un AOD préférentiellement. Par ailleurs, petite précision, les dernières recommandations de l'ESC précisent que si effectivement il y a la prise d'un AVK de manière chronique et qu'il n'y a pas de contre-indication pour switcher à un nouvel anticoagulant oraux direct, eh bien c'est mieux de le faire. C'est plus facile si c'est compliqué d'équilibrer l'INR pour surveiller les AVK. Question suivante. Quels sont les items du score CHA2DS2, qui est un score impérativement à connaître? Alors je vous propose la créatinine, l'hypertension artérielle, l'âge, la plaque aortique, plaque athéromateuse, et la cytolyse hépatique. Je vous laisse faire pause et je vais vous donner les bonnes réponses. Et donc les bonnes propositions, c'était l'hypertension artérielle, l'âge et la plaque athéromateuse aortique par exemple. On va en discuter un petit peu après. Et donc maintenant, quels sont les items du score ASBLED? Je vous laisse faire pause et me dire parmi la créatinine, l'hypertension, l'âge, toujours la plaque athéromateuse aortique et la cytolyse hépatique, quels sont les items que l'on retrouve dans le score ASBLED. Et cette fois-ci, les propositions correctes, c'était la créatinine, l'hypertension artérielle, l'âge et la cytolyse hépatique. Je n'ai pas précisé à combien de fois au-dessus de la normale était la cytolyse hépatique, mais l'idée étant là. On va revoir un petit peu les deux scores. Donc, quand on pense fibrillation atriale, il faut impérativement penser à ces deux scores, le CHA2DS2 et le ASBLED. La part du risque ischémique, donc l'incidence annuelle d'AVC est variable selon ce score qui varie de 0 à 9, donc le ASBLED est coté de 0 à 9. Selon certains items, 0, il y a moins d'1% de faire un AVC, et 9, il y a plus de 20%. Donc c'est quand même énorme. Et le score ASBLED, chaque item compte 1 point, et lui catégorise le risque hémorragique. Donc oui, on fluidifie le sang, mais bien sûr, si on fluidifie trop, il y a un risque de faire une hémorragie. Et on discute en tout cas le traitement à partir de 3. Au-delà, c'est risqué. Donc si on regarde un petit peu ce que sont les items, pour le CHA2DS2, donc il y a le C pour congestion, donc dysfonction ventriculaire gauche, 1 point. L'hypertension, contrôlée ou non, 1 point. L'âge, il y a 2 paramètres, 65 à 74 ans plus 1 et plus 2 au-delà. D pour le diabète plus 1, le S c'était pour le stroke. Donc événement embolique. Événement embolique, c'est cérébral, mais ailleurs aussi. AVC ou AIT, plus 2. Oui, juste AIT, c'est plus 2. Donc parfois, il faut creuser l'interrogatoire et on peut tomber sur un score qui est plus élevé que prévu. Le V, c'est pour vasculaire, infarctus, plaque d'athérome, aortique, par exemple, AOMI, etc. 1 point. Et sexe féminin, 1 point. Et le ASBLED, inversement, donc l'HTA contrôlé ou non, 1 point. Anomalie hépatique pour le A de ASBLED. Et là, je vais vous donner un petit moyen pour retenir. Il y a l'atteinte hépatique et l'atteinte rénale. Pour l'atteinte hépatique, il y a ABC, donc atteinte du foie, sous-entendu cirrhose. B comme la deuxième lettre de l'alphabet, à 2 fois la normale, pour la bilirubine. Et C, cytolyse. Le C, c'est la troisième lettre, donc cytolyse à 3 fois la normale. Et pour les critères de l'atteinte rénale, c'est soit l'hémodialyse, la transplantation, la créatinine au-delà de 200 micromoles par litre,
Le S toujours pour stroke avec AVC, le B pour bleeding, un antécédent d'hémorragie ou d'anémie, attention c'est important. L'INR labile pour le L, et le E elderly pour les plus de 65 ans, et le D pour drugs, sous-entendu la prise d'INS ou d'aspirine, ou même d'alcool ou d'autres. Parce que si le patient prend un jeune, par exemple, un toxicomane de la cocaïne, bah oui, ça va augmenter aussi le risque. Donc je vous ai dit, il y a la partie anticoagulant, il y a la partie vitesse de conduction, donc en fait c'est le rythme, la fréquence. Eh bien, on va contrôler tout ça. Donc s'il y a une bonne tolérance, ou s'il y a une insuffisance cardiaque ou une hypotension, ou une instabilité hémodynamique, bah, c'est pas du tout la même chose. Donc est-ce qu'on est au-dessus de 110? Ça c'est le seuil de la fréquence cardiaque. Et ensuite on regarde. Bonne tolérance, est-ce que la fraction d'éjection est préservée ou altérée? À ce moment-là, on peut donner des bêta-bloquants dans le premier cas comme dans l'autre. Sinon après ce sera inhibiteur calcique ou on ne prescrit pas d'inhibiteur calcique si la FE est altérée. On peut donner de la digoxine, même en cas d'insuffisance cardiaque ou d'hypotension. Et si ça ne marche toujours pas, de l'amiodarone. Mais attention, c'est pas à privilégier puisqu'on peut cardio-verser à ce moment-là. En cas d'insuffisance cardiaque, eh ben c'est pareil, d'hypotension, c'est digoxine ou amiodarone. Et l'objectif, ça va être une fréquence entre 80 et 100, et après, on poursuit le traitement éventuellement. Et en cas d'instabilité hémodynamique, vous voyez, il faut faire une cardioversion. Juste un petit point sur les bêta-bloquants, s'il y a une BPCO sévère, on peut discuter les bêta-bloquants, mais c'est surtout l'asthme en fait. C'est la réactivité bronchique vraiment instable, ou la BPCO très sévère qui contre-indique. Prochaine question, quelles associations à risque sont à connaître avec la digoxine? Proposition A, une hypokaliémie, B, une hyperkaliémie, C, avec un syndrome de Wolff-Parkinson-White, D, avec l'amiodarone, et E, avec une statine. Je vous laisse faire pause, question pas si simple, mais à connaître impérativement. Et donc les bonnes propositions, c'était la B et la C, c'est-à-dire une hyperkaliémie et le syndrome de Wolff-Parkinson-White. Pour vous rappeler, digoxine, ça vient effectivement des plantes. Et est-ce que vous avez déjà vu un loup de Wolff manger des plantes? Je ne crois pas. On peut le donner en cas d'hypokaliémie, mais tout de même à surveiller. Et on n'utilise pas la digoxine pour une cardioversion contrairement à l'amiodarone, mais on peut associer les deux, parce que vous avez vu dans le tableau précédent, on peut le donner digoxine puis amiodarone, et avec les statines, il n'y a pas de contre-indication notable. Concernant la cardioversion en général, il restera 2 questions au total. Alors, en général, elle est toujours électrique. B, ne peut pas se réaliser en urgence. C, on peut utiliser la flécaïne. D, une anticoagulation est systématique par la suite. Et E, l'ETT permet d'éliminer l'existence d'un thrombus auriculaire. Je vous laisse faire pause et je vais vous donner les bonnes réponses. Donc la cardioversion n'est pas toujours électrique, elle peut tout à fait être chimique avec des molécules, on verra lesquelles. Elle ne peut pas se réaliser en urgence, bah si, parfois il faut la réaliser en urgence. On peut tout à fait utiliser la flécaïne et une anticoagulation n'est pas systématique par la suite. On verra, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de risque majeur avec le Shadvask, eh ben, on n'anticoagule pas de manière systématique par la suite. Et le TT, attention, ça n'élimine pas l'existence d'un thrombus auriculaire. Il n'y a que le TO qui permet. Donc l'échographie transthoracique, quand on met la sonde au niveau du thorax, ça n'élimine pas parce qu'on voit très mal. Par contre, quand on fait en œsophagien, eh bien, en rétrocardiaque, on voit beaucoup mieux. Évidemment, les oreillettes qui sont plaquées contre, et donc là, on peut voir si effectivement il y a un thrombus ou pas, et si on peut éliminer effectivement l'existence formelle de ce thrombus. Juste avant la dernière question, le dernier point sur l'ACFA, qu'on réfléchit en 3 points, donc AVC, anticoagulant, vitesse, conversion, c'était le dernier point. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut peut-être discuter de remettre le rythme sinusal. Globalement, ça veut dire ça. Il peut se mettre spontanément, sinusal, ou pas. Et pour ça, il faut avoir le début de la fibrillation atriale. Il faut être certain du début de la fibrillation. Donc on demande quand est-ce qu'ont commencé les palpitations. Est-ce que ça fait moins de 48 heures?
Si ça fait plus de 48 heures, à ce moment-là, il faut débuter impérativement une anticoagulation puisqu'en fait, le thrombus peut se former en 48 heures, alors qu'avant, il y a moins d'1% de chances que le thrombus puisse se former. Encore une fois, ce sont des statistiques, donc il y a des personnes qui, au bout de 5 jours, n'ont pas fait de thrombus, mais il y a des personnes, inversement, qui, au bout de 5 heures, ont déjà fait un petit thrombus. Donc si ça fait plus de 48 heures, ben, on anticoagule. On peut se dire que on regarde avec l'ETO si effectivement il y a un thrombus au niveau de l'auricule. S'il n'y a pas de thrombus, on peut cardioversier. Mais dans ces cas-là, on peut être plus tranquille, dire c'est pas grave, on met en place l'anticoagulation pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, on fait la cardioversion. Est-ce que c'est retour en rythme sinusal? Oui ou non. Si c'est toujours en fibrillation, et ben c'est pas grave. Dans tous les cas, on continue encore 4 semaines d'anticoagulation, puisqu'en fait, c'est la durée au-delà duquel on est sûr que le thrombus sera détruit par l'anticoagulation. Et après, on revoit l'indication de l'anticoagulation. Ça, c'était dans la stratégie, entre guillemets, conventionnelle, en bleu clair. Et sinon, si c'est une fibrillation qui est toute récente, c'est-à-dire moins de 48 heures, à ce moment-là, on met de l'héparine, quand même. On fait la cardioversion, chimique ou électrique. Alors, le choc électrique, c'est un peu plus sauvage, il faut une anesthésie quand même, mais ça marche très très bien. Si le rythme est de nouveau sinusal, tant mieux, on évalue les facteurs de risque. Est-ce qu'il y en a avec le chat de vasque? Eh bien sinon, c'est pas nécessaire d'anticoaguler. S'il y a des facteurs de risque, eh ben on continue l'anticoagulation et après on réévalue par la suite. Au niveau des molécules, il n'y en a que 3 qui sont utilisées et qui ont l'AMM. Il y a la flécaïne, IV, propafénone, péros, bon, c'est quand même rare, et l'amiodarone, péros ou IV. Sachant que effectivement les molécules à privilégier sont la flécaïne, le vernacalan, qui n'est pas disponible en France, et la propafénone. Propafénone, bon, il y en a moins. L'amiodarone, ça peut se faire, mais on l'utilise un peu moins. Il y en a qui ont plus l'habitude avec que la flécaïne, plutôt réservée pour les cardiologues, mais après ça dépend des centres, il y a souvent des protocoles. Bon, globalement, comment on utilise? Eh bien, l'amiodarone, IV par exemple, c'est 5 mg par kilo sur 1 heure, donc on obtient rapidement des chiffres de 300 mg sur 1 heure, puis 50 mg par heure en dose d'entretien jusqu'à la cardioversion, donc des fois c'est long, hein, ça peut demander 5, 6, 7 heures, et en général ça marche plutôt bien dans 80% des cas, alors que la flécaïnide, eh bien c'est plus rapide. L'amiodarone péros, ça marche aussi, mais c'est un peu plus long. Souvent, on est obligé quand même de surveiller le patient, voilà, plus longtemps. À noter par ailleurs après une cardioversion, donc si ça a fonctionné et qu'il est sinusal, il faut quand même le surveiller pendant 3 heures. Donc souvent, bah, ça se termine soit à l'UHCD, à côté des urgences, soit en hospitalisation très courte, pendant 24 heures. Et enfin, dernière question, avant d'arriver aux 30 minutes de ce topo, il faut nommer, je vous demande de nommer 5 effets secondaires de l'amiodarone. C'est à connaître, une molécule très couramment utilisée et qui présente beaucoup d'effets secondaires. Et il y en a 5 majoritairement, 5 gros effets secondaires. Je vous laisse faire pause et je vais vous dire, et je vais vous donner un moyen de mémotechnique pour vous en rappeler. Pour ceux qui aiment la fondue, on va voir 7 effets secondaires. Donc le premier pour la fondue, c'est le F de fibrose, qu'elle soit pulmonaire ou hépatique, avec une atteinte, une cirrhose, hein. Le O de la fondue, c'est pour l'orchite, qui est plus rare, moins connue, mais tout de même présente. Le N, c'est pour les nausées et vomissements à l'initiation, donc en début de traitement, après c'est souvent bien toléré. Le D, c'est pour la dysthyroïdie, donc toujours faire un dosage bilan biologique de la thyroïde. Le U de la fondue, c'est pour l'uvéite, donc c'est souvent des halos colorés en lumière vive et un brouillard visuel, mais en général ça régresse, hein, ça disparaît progressivement et complètement par la suite à l'arrêt du traitement. Et la fondue est électrique, bah oui électrique parce que ça donne quand même des troubles de conduction et aussi un QT long, donc attention quand on veut utiliser certains médicaments, il y a souvent des sepsis associés pour lesquels on utilise des fois des macrolides, et les macrolides ça allonge le QT, l'amiodarone aussi, donc des fois ça peut être un peu catastrophique. Ça peut donner aussi des BAV et un aspect d'onde U un peu biphasique, typique, je vous laisserai voir sur internet.
Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains épisodes, de mettre un pouce bleu, ça encourage le travail qui est fait par derrière. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.